Renaud. La matinale de Radio Classique avec Charles Bonner. Voilà que l'année 2026 commence comme 2025 avec au centre de l'attention et des décisions Donald Trump. C'est lui qui a lancé l'opération qui a mené à l'arrestation et donc l'incarcération de son homologue vénézuélien Nicolás Maduro. On va en parler dans Esprit Libre. Bonjour Nicolas Bavrez. Bonjour. Économiste, historien, vous êtes accompagné ce matin d'un essayiste et directeur des éditions du CERF. Bonjour Jean-François Colosimo. Bonjour. Nicolás Maduro va être présenté donc à un juge cet après-midi heure française. Un juge new-yorkais pour narcoterrorisme et importation de cocaïne. La drogue n'est qu'un prétexte dans cette histoire ? Quand on regarde les motifs invoqués par Donald Trump et son administration, c'est vrai qu'il y en a au moins 3, ce qui montre un peu la confusion qui entoure les objectifs de cette opération, qui est un chef-d'œuvre militaire remarquable, notamment dans l'intégration des différents moyens, dans la manière dont les forces spéciales ont été utilisées. Mais il y a 2 grands points de flou qui demeurent. Premièrement, les motifs, on en a 3. Le narcotrafic qui va donner lieu à cette procédure judiciaire, qui est importante parce que c'est ce qui permet de contourner la compétence du Congrès. Le changement de régime, avec l'idée que le Venezuela était devenu une plateforme pour la Chine, la Russie, l'Iran et soutenait également Cuba. Et puis, le 3e motif évident, c'est le pétrole qui a été largement mis en avant. Donc, on a cette incertitude sur les objectifs et qui rejaillit directement sur la transition improbable, puisque, comme vous l'avez rappelé, Donald Trump explique qu'il est aux commandes. En réalité, Marco Rubio dit plutôt qu'il va essayer de discuter avec la vice-présidente qui a été investie par la Cour suprême et reconnue par l'armée vénézuélienne. En tout cas, on voit mal comment les États-Unis pourraient de fait gouverner le Venezuela sans l'occuper, et ça, on rentrerait là dans un tout autre scénario. Bien sûr, oui. Dans sa conférence de presse, d'ailleurs, Donald Trump n'a presque plus évoqué le narcoterrorisme, il a plutôt évoqué le pétrole. Le sujet est donc là, Jean-François Colosimo. Oui, bien sûr, mais il y a, je crois, deux choses qu'il faut bien distinguer. La première, c'est que Maduro, pour Donald Trump, n'est pas le président du Venezuela, puisqu'il conteste son élection. Effectivement, la réélection de Maduro par 2 fois a été entachée, je veux dire, de graves défauts, et voire même d'une répression globale, n'est-ce pas, mais pour autant, de ses opposants. Donald Trump n'a adoubé personne pour le moment. Donc il fallait bien trouver un motif. Ce motif, c'est un motif de criminalité, je dirais, quasiment ordinaire, n'est-ce pas, et qui permet de justifier le kidnapping, le rapt, et qui permet le transfert, et qui permet aussi d'assigner Maduro en justice. Mais c'est évidemment un projet géopolitique bien plus important qui est derrière, et je crois que vous l'avez dit, Nicolas Bavrez l'a dit, on est face en fait à l'élimination d'un relais extraordinairement puissant sur le continent américain des ennemis, en fait, de la Russie, ou plutôt de ses compétiteurs, de ses challengers, pour ce qui est de l'hégémonie, n'est-ce pas, sur l'ordre mondial. Alors évidemment, vous avez la Chine, bien sûr, qui a besoin du pétrole vénézuélien. Vous avez la Russie, qui pouvait compter sur le Venezuela pour réguler les cours du pétrole, et vous avez l'Iran, et là, avec l'Iran, vous avez effectivement, je dirais, une extension d'un narcotrafic dont l'Iran lui-même, les Pasdaran, le corps d'élite du régime iranien, et dont le Hezbollah sont devenus, en fait, avec les cartels sud-américains, je dirais, des opérateurs mondiaux. Ça, c'est une réalité. Maintenant, tout cela fait que Trump montre par là, que je crois que Nicolas l'a écrit dans le Figaro, que l'ordre auquel nous aimons nous référer, nous, en Europe, est caduque, est révolu, n'est-ce pas ? Et que toutes ces questions que nous agitons, nous, de souveraineté, finalement, ne comptent pas du tout aux yeux de Trump, parce que la souveraineté ne se pose plus dans les termes où elle se posait depuis le traité de Westphalie au XVIIe siècle, depuis 1789, depuis 1945, dans une espèce de continuité où la définition européenne de la souveraineté
imprimer en fait la marche du monde. Mais alors ça, c'est fini. Alors comment est organisé ce nouvel ordre mondial? C'est la loi du plus fort? C'est Clairement, oui, c'est un nouvel âge des empires, donc où la force prime le droit et où les empires taillent leur zone d'influence. C'est à la fois c'est une démonstration de force des États-Unis vis-à-vis de Pékin, de Moscou, de l'Iran, mais c'est une démonstration de force dans leur hémisphère. Ce qui d'ailleurs va nous poser des problèmes, parce que quand on regarde Trump, il a derrière la Colombie, Cuba, mais aussi clairement le Groenland. Et on ne sait absolument pas ce que les États-Unis sont capables aujourd'hui de faire. Donc, dans ce nouvel ordre mondial, Trump nous rappelle deux choses quand même fondamentales et qu'on a complètement oubliées en Europe. C'est qu'il y a deux choses qui comptent: la force armée sur le plan politique et l'énergie sur le plan économique. Et on a oublié complètement les deux en Europe. Et donc, ça va être pour nous une question très claire. Soit nous nous adaptons, soit effectivement... Et s'adapter, ça veut dire l'Europe va devenir un des empires mondiaux ? Non. L'Europe, elle n'a pas de capacité impériale. Le choix de l'Europe, c'est la vassalisation, c'est-à-dire avec éventuellement un nouveau partage entre les États-Unis et la Russie, reprenant une partie au-delà de l'Ukraine, peut-être une partie de l'Europe centrale et orientale, ou le choix de la souveraineté. Mais le choix de la souveraineté, ça veut dire être capable d'assurer soi-même sa sécurité. Donc, c'est un retournement complet du logiciel de l'Union européenne, qui a été fondé sur l'idée que la paix, c'était le commerce et le droit, qu'on pouvait partager la souveraineté, mettre le soft power à Bruxelles, le hard power dans les nations, que la taille seule du marché donnait du pouvoir géopolitique. Bon, tout ça, c'est terminé. On sait que ça ne vaut rien, en tout cas dans le monde d'aujourd'hui. Donc, est-ce que l'Union européenne est capable de faire cette transformation ? Ça, c'est une des grandes questions qui va se poser. Et maintenant, il va falloir y répondre très vite. Et je pense que on a la pression de la Russie sur l'Ukraine, mais je pense qu'on sous-estime la pression des États-Unis que les États-Unis vont mettre sur le Groenland. Jean-François Colosimo. Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette représentation, avec l'idée aussi, vous savez, Donald Trump, avec son D de Donald, se dit aujourd'hui l'auteur d'une nouvelle doctrine, Monroe. Oui. Il n'y a pas qui reprend la doctrine Monroe. La doctrine Monroe, c'était quand même, à l'origine des États-Unis, l'idée que les Américains du Sud avaient les mêmes intérêts que les Américains du Nord, à savoir aucune ingérence des anciennes puissances coloniales, c'est-à-dire européennes, n'est-ce pas ? Mais là, la doctrine Monroe, c'est tout à fait autre chose. C'est que, en fait, du pôle Nord au pôle Sud, sur ce double continent américain, il n'y a plus qu'une seule puissance. Et cette puissance, elle est états-unienne, n'est-ce pas ? Et donc, on voit bien qu'il y a une espèce de clôture du monde et qu'effectivement, on est de retour à des espaces impériaux où chacun entend en fait régenter son espace. Ce qui fait d'ailleurs écarte complètement l'idée d'un retour au monde multipolaire, n'est-ce pas ? Parce qu'un monde multipolaire, c'est en quelque sorte chacun chez soi sort un peu de chez soi pour partager avec les autres un même souci d'ordre. Tandis que là, en fait, on a véritablement une forme de régence en fait par grand ensemble. Or, le problème, c'est que l'Europe, y compris l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle est par rapport au continent eurasien ? Elle n'en est jamais que le Finistère, n'est-ce pas ? De la même manière que le Finistère que nous aimons beaucoup, je veux dire, est cette pointe avancée là très haut en France, dans l'océan, mais une toute petite partie de la France. De la même manière, l'Europe occidentale n'est qu'une toute petite partie du continent eurasien. Qui plus est, cette Europe-là, elle est aujourd'hui tout à fait hors des voies de l'énergie, puisque en fait, et c'est ce qui préoccupe les États-Unis, à la Russie, l'Iran, la Turquie, l'Inde qui vient se rapporter à tout cela, par exemple dans la conférence de Shanghai, qui est une conférence qui réunit toutes ces puissances hostiles à nous, finalement. Le Sud global, comme on dit. Oui, mais là, elles sont réunies dans la conférence de Shanghai autour de l'Asie centrale, c'est-à-dire autour de l'Afghanistan qui a toujours été ce tombeau des empires, n'est-ce pas ? Voilà. Et en fait, que se passe-t-il ? Eh bien, toutes les routes de l'énergie sont quadrillées désormais entre ces puissances. Et toutes ces routes de l'énergie, elles se chevauchent où ? En Asie centrale. Notre voie d'accès à l'Asie centrale c'eût été un accord avec la Russie, n'est-ce pas ? Dont la Russie, au fond, n'a pas voulu, préférant elle-même son propre jeu impérial. Donc là où nous en sommes aujourd'hui, nous sommes quand même aussi, je dirais même si on restait dans l'hypothèse d'une domination pas
l'économie par le marché, n'est-ce pas? Nous sommes très vacillants, parce que nous sommes coupés, en fait, et dépendants de l'énergie, comme on l'a vu lors de la guerre d'Ukraine, d'ailleurs. Bien sûr, avec l'inflation qui a suivi. Et des terres rares sur lesquelles on est complètement dépendant de la Chine. Jean-François Colosimo a cité la doctrine Monroe. C'est aussi l'idée de dire l'Amérique, ce sont les États-Unis, mais l'Europe, ce sont les Européens. Est-ce que la doctrine Monroe, du nom de Donald Trump, ce sont les États-Unis partout, puisqu'ils s'immiscent aussi dans nos affaires à nous, puisqu'ils nous donnent des conseils, voire des ordres? Alors, l'Europe est un cas très particulier dans la nouvelle doctrine nationale de sécurité des États-Unis, c'est-à-dire que cette doctrine est extrêmement méprisante pour les alliés asiatiques et européens, mais elle se limite, j'allais dire, au mépris ou à la distance pour l'Asie. Et d'ailleurs, ce que vient de faire Donald Trump, c'est clairement une carte blanche laissée aussi à la Russie sur l'Ukraine et puis à la Chine sur Taïwan, même si par ailleurs ça porte un coup à leur influence en Amérique latine. Mais ce qui est très important avec l'Europe, c'est qu'on voit une espèce de rage aussi, parce que cette doctrine, elle dit que l'Europe reste importante pour les États-Unis, mais que l'Europe va vers l'effacement civilisationnel, et donc l'Europe doit se préoccuper en priorité des problèmes de sécurité et d'immigration. Mais le fond de cette doctrine, c'est vraiment le ralliement au principe impérial, c'est-à-dire les zones d'influence, le refus de la souveraineté des nations, le refus de toute forme de droit international ou de protection des droits individuels. Donc, tout ce qui faisait justement la puissance, mais pour le coup mondiale, ou le soft power des États-Unis. Donc, les États-Unis aujourd'hui, paradoxalement, sont une puissance impériale, mais qui redevient une puissance régionale avec Donald Trump. Et pour l'Europe, de toute manière, le choix qui est laissé est très clair, c'est ce que j'indiquais, c'est-à-dire soit très vite la souveraineté qui suppose, économique également, mais qui suppose la capacité avant tout d'assumer sa sécurité, donc de dissuader la Russie, soit la vassalisation. Soit la vassalisation et une forme de partage, parce que Poutine ne s'arrêtera pas à l'Ukraine si jamais il arrive à mettre la main dessus. Donc c'est là où on voit que si vous voulez, si on reprend un peu la fin de cette décennie 2020, elle va vraiment décider largement du destin du 21e siècle. Je voudrais qu'on parle de la réaction de la France. On l'a évoqué tout à l'heure avec Guillaume Tabar, le Quai d'Orsay et l'Élysée, qui n'ont pas la même vision. La diplomatie parle d'une opération militaire qui contrevient au principe de non-recours à la force qui fonde le droit international, et de l'autre, Emmanuel Macron qui salue avant tout et surtout même la chute de Maduro. Le président a compris que le rappel au droit international est de toute façon inutile avec Donald Trump? Oui, enfin, je pense que si moi je résume ça d'une formule, c'est qu'Emmanuel Macron a choisi la Corrèze plutôt que le Zambèze, c'est-à-dire qu'il a choisi en fait l'Ukraine plutôt que le Venezuela, puisqu'on n'a aucune influence sur les affaires de l'Amérique latine, et que effectivement le président peut se targuer d'une forme de relation particulière avec Donald Trump, dont il peut espérer peut-être, n'est-ce pas, que cette relation permettra d'amadouer Trump, de le ramener à la table des négociations, de lui faire comprendre des choses que peut-être Trump n'avait pas compris au départ, etc. En tout cas, c'est le seul atout qu'il est aujourd'hui, le président de la République. Il ne va pas s'aliéner de Trump pour une affaire qui est résolue. Et effectivement, pour la disparition, Nicolas Boré le disait au départ, d'un régime qui a été un régime autoritaire, un régime militaire, un régime policier, un régime tortionnaire, enfin, etc. N'est-ce pas ? C'est vrai qu'il faut le rappeler aussi. Et même criminel et mafieux. Et même criminels mafieux et narcotrafiquants pour le coup. En tout cas, relais du narcotrafic international, encore une fois, avec tous ces relais latino-américains, mais aussi iraniens, mais aussi d'Asie centrale, enfin, etc. Tout de même, se pose une question. Si on ne s'oppose pas... Mais le conflit entre le président et le quai, il parcourt en fait ces deux quinquennats. Et c'est pour ça que le président a aboli en quelque sorte le privilège des diplomates d'appartenir à un corps particulier, n'est-ce pas ? Là, il a en quelque sorte arasé cette fonction qui était devenue, à ses yeux, une forme de caste, n'est-ce pas ? Et il est vrai que le Quai d'Orsay est partagé entre deux tendances, je dirais. Une tendance un peu néoconservatrice à la mode américaine qui a tendance à s'estomper, avec un retour finalement à une espèce de doctrine, je dirais,
pas forcément très profonde, qui se prétend gaulo-mitterrandienne, et qui est en retard, en fait, sur les affaires du monde. C'est aussi simple que ça. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons une diplomatie qui continue à rêver le monde au lieu de le penser. Mais tout de même, si on ne s'oppose pas, nous, Français, à cette intervention, comment aller convaincre les pays du Sud global, on en parlait tout à l'heure, qu'il faut soutenir l'Ukraine ? Non, mais je crois que le Sud global, il faut être clair, un des effets négatifs de cette intervention, c'est que l'effet de détestation des États-Unis, de l'Occident, et l'Europe se trouve assimilée, évidemment, et comprise dans cet Occident, dans les pays du Sud, ne va faire que croître et embellir. Et le problème de la France, le problème du président Macron, c'est que, quoi qu'il dise, il parle dans le vide, puisque donc il a tort de renoncer, évidemment, au principe de la souveraineté nationale et de sa défense, mais surtout, il parle dans le vide parce qu'il n'a aucun moyen de puissance. La France n'est aujourd'hui pas crédible. Elle est en train de rater le réarmement à cause de la crise financière. Et donc, on avait des armées qui étaient restées à un bon niveau, mais qui sont en train d'être complètement déclassées. Et surtout, est surplombé par la faillite financière du pays, dont il n'a pas dit un mot lors des vœux, mais qui est présente à l'esprit de tous, de nos partenaires européens, de tout. Donc, la France est un pays aujourd'hui qui a des institutions complètement bloquées, qui a une économie qui est à l'arrêt et qui a un État qui est en faillite. Donc, de toute manière, quoi que dise le président Macron aujourd'hui, il parle dans le vide. Jean-François Colosimo. Particulièrement en Amérique latine, évidemment, ce qui va ressurgir, c'est la haine du gringo, c'est-à-dire de l'homme blanc, en quelque sorte. Or, effectivement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des tas de gens qui se précipitent finalement à des micros pour expliquer que ça y est, nous avons changé de monde, l'Alliance Atlantique n'est plus ce qu'elle était, etc. Mais non, l'Alliance Atlantique est plus que jamais ce qu'elle a toujours été, qui a toujours été malgré tout une forme de vassalisation de l'Europe face à la puissance américaine, avec pour prix une Europe désarmée. Ce désarmement, nous le payons dramatiquement aujourd'hui, et je suis d'accord, il y a peu de chances pour que nous le rattrapions de manière efficace. Ce sera donc le mot de la fin. Merci Jean-François Colosimo et merci Nicolas Bavrez d'avoir été avec nous ce matin dans Esprit Libre pour évoquer toute cette actualité au Venezuela et donc de la place aujourd'hui des États-Unis. Il est 8h56 dans un instant. La météo, le flash d'information et puis Franck Ferrand évidemment.